Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette session sur l'anesthésie et l'analgésie loco-régionale. Et on m'a demandé ce matin de vous parler particulièrement de l'innovation en analgésie périopératoire. Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec ce sujet. Ce que je vous propose, c'est de balayer ce sujet en développant deux thèmes principaux. La première, c'est quelles sont véritablement les nouveautés concernant la prise en charge et le soulagement de la douleur, en se focalisant ensuite sur la période préopératoire, la période intraopératoire et la période post-opératoire, en ayant comme fil rouge un exemple, celui de la chirurgie de mastectomie. Alors concernant les nouveautés principales au cours de la période périopératoire pour la prise en charge de la douleur, l'élément important à comprendre, c'est que progressivement, à la fois les patients et les institutions ont modifié leurs critères d'évaluation concernant la douleur. Jusqu'à présent, vous le saviez, on utilisait simplement les scores de douleur, la consommation de morphine, le délai d'hospitalisation, la présence de nausées, de vomissements, ou bien des questionnaires comme le questionnaire EQ5D qui évaluait un petit peu la récupération post-opératoire. Ces critères-là sont résumés dans un concept qu'on appelle les PROMS. En fait, progressivement, on s'est rendu compte que d'autres critères étaient aussi importants, c'est-à-dire la qualité d'information, le vécu périopératoire des patients en ce qui concerne leur visite, l'information, le recours aux soins. Ces données ont été résumées sur une notion qu'on appelle les PREMS. Et donc actuellement, la plupart des études évaluent soit les PROMS, soit les PREMS, et tous les pays à travers le globe s'y sont mis. Vous voyez ici sur cette diapositive à la fois ces critères PROMS et PREMS qui sont développés en France, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, donc à travers l'ensemble des pays du globe. Cette évaluation maintenant s'effectue via les PROMS et les PREMS et ça permet aux établissements de se comparer, d'avoir des critères de comparaison relativement équivalents. Si on reprend maintenant ces critères d'évaluation PROMS et PREMS dans le cadre de l'analgésie, en particulier loco-régionale, eh bien l'ASRA a publié des recommandations concernant ces évaluations. Alors bien sûr, elle n'a pas retenu tous les critères, elle en a retenu 10 principaux dans la plupart des études actuellement qui doivent être publiées. Vous les connaissez pour les 10 principaux, ce sont des critères bien, principalement de safety et d'efficacité. On retrouve toujours les scores de la douleur, on retrouve toujours la consommation de morphine, on retrouve, comme c'est de l'ALR, la durée des blocs, mais on va retrouver des critères nouveaux tels que des critères fonctionnels, des critères de qualité de récupération et des critères de sécurité. On retrouve aussi un critère extrêmement important actuellement dans la plupart des études, c'est la notion de chronicisation de la douleur et donc avec un suivi qui doit s'effectuer au moins à 1 et 3 mois pour quantifier l'apparition de douleurs chroniques. Pour les patients, d'autres critères sont aussi importants. Bien sûr, la chronicisation de la douleur, bien sûr les scores de douleur, mais les scores de récupération et de fonction. Et donc, quand on parle actuellement de critères d'évaluation de la douleur, ces critères ne sont plus simplement que les scores de douleur ou la consommation d'opiacés ou la durée de bloc, mais il y a aussi tous les critères incluant les PROMS et les PREMS. Alors, comme vous le savez, la douleur aiguë fait le lit d'un certain nombre de complications, parmi lesquelles, à la phase aiguë, un- une fatigue, un retard à la sortie, une réduction des critères et des scores de réhabilitation, ça augmente les nausées, les vomissements, ça augmente la consommation de morphine, et toute la question est de savoir si tout ceci ne fait pas le lit de la douleur chronique. Au cours de ces 5 dernières années, le nombre de publications tentant de corréler la douleur aiguë à la douleur chronique est exponentiel. Vous voyez ici sur ce diaporama et cette représentation graphique à gauche, le nombre de publications avec les scores qui sont intitulés sur la ligne en bleu et surlignés. Vous voyez que le nombre de publications est extrêmement important pour tenter de trouver des éléments qui permettraient aux patients et aux praticiens de prédire l'apparition de douleurs chroniques. Alors si on regarde sur les dernières publications ce qui fait le lit de la douleur chronique à partir de la douleur aiguë,
On va retrouver, et c'est le centre de la diapositive, des facteurs préopératoires, des facteurs intraopératoires et des facteurs post-opératoires. Ce qui fait que d'une récupération habituellement normale, on va avoir soit une douleur excessive post-opératoire, sur un contexte psychosocial un peu plus compliqué, sur une consommation d'opiacés un petit peu plus importante, ce qui va faire le lit de la douleur chronique et l'apparition d'une douleur chronique, d'une persistance de la douleur entre 3 et 6 mois après l'intervention chirurgicale. Plusieurs études ont été réalisées permettant à la fois de définir des trajectoires douloureuses. C'est ce que nous avions fait avec Joël Lermite et publié en 2020 sur la caractérisation de ces douleurs chroniques. Et on avait estimé, nous, à l'époque, dans notre cohorte, qu'environ un tiers des patients présentaient en post-opératoire des trajectoires douloureuses anormales, c'est-à-dire une persistance d'une douleur qui se chronicisait au fil du temps. Alors, le contexte étant posé, la question est de savoir, en termes d'innovation et de prise en charge de la douleur, quels sont les éléments récents qui ont permis d'étayer et de développer cette corrélation entre douleur aiguë et douleur chronique, et quels sont les éléments finalement qui vont nous permettre de réduire cette incidence. Alors, voyons tout d'abord la période préopératoire. Alors, au cours de la période préopératoire, ce qu'il est clair actuellement, c'est que toutes les chirurgies, même celles qu'on pourrait caractériser de chirurgie mineure, peuvent induire une douleur chronique et une chronicisation de la douleur et entraîner une douleur aiguë post-opératoire extrêmement importante. Dans notre exemple de cancer du sein, la chirurgie du sein est particulièrement pourvoyeuse, en particulier pour la mastectomie, de douleurs chroniques. Vous voyez à gauche sur le tableau un certain nombre de chirurgies qui sont listées, allant de la césarienne jusqu'à la cholestectomie et bien sûr l'orthopédie, avec des douleurs qui sont relativement importantes en post-opératoire. À droite, une étude tout à fait récente, publiée il y a moins de 2 ans sur un gros collectif de plus de 25 000 patients en Chine, où vous voyez ici en rouge et en vert des scores de douleur à la fois au repos, des scores de satisfaction de patients, des temps de récupération et d'anxiété qui sont défavorables pour les patients post-opératoires, allant jusqu'à 40%, avec une moyenne aux alentours de 30%, quelle que soit la spécialité chirurgicale. Donc dès que vous avez une chirurgie, le principe est de dire que cette chirurgie est potentiellement pourvoyeuse de douleurs chroniques, d'autant plus que la chirurgie est importante, que la durée est longue et qu'elle entraîne un délabrement cutané et sous-cutané important. L'élément nouveau aussi, c'est le fait que en préopératoire, un certain nombre de patients sont déjà sous opiacés ou vont avoir une consommation intraopératoire d'opiacés importante. Ces patients qui ont une surconsommation d'opiacés en préopératoire sont plus à risque de développer de la douleur chronique et il faut savoir les dépister à la consultation. Dans cette méta-analyse qui reprend environ une trentaine d'études, clairement, le fait d'être sous-opiacé en préopératoire va induire à la fois en péropératoire et en post-opératoire une surconsommation d'opiacés. En péropératoire, les patients qui ont déjà une prise d'opiacés en préopératoire vont, par rapport à ceux qui sont naïfs d'opiacés, c'est-à-dire qui ne prennent jamais ou très peu d'opiacés en préopératoire, présenter pendant l'intervention une surconsommation d'opiacés. Dans cette étude publiée dans le BJA cette année en 2025, vous avez une représentation graphique colorée de deux cohortes de patients. À gauche, une cohorte de patientes qui est naïve en opiacés et à droite, une représentation graphique de patients qui prennent déjà des opiacés en préopératoire. La lecture de cette diapositive est toute simple. Plus la coloration est bleue, plus les patients présentent une surconsommation d'opiacés en préopératoire. Graphiquement, vous voyez tout de suite qu'il existe une réelle différence entre ces deux cohortes, avec une cohorte qui, naïve d'opiacés, va consommer en pré et en post-opératoire bien moins d'opiacés qu'en post-opératoire. Si je résume cette première partie de préopératoire, il est clair qu'il existe un certain nombre de facteurs préopératoires. Vous les connaissez, c'est la fragilité, c'est l'anxiété, qui vont favoriser
la surconsommation d'opiacés en pré et en post-opératoire et induire une chronicisation de la douleur. Mais récemment a été démontré que le fait que la consommation d'opiacés préopératoires était importante était aussi un facteur très important dans la survenue d'une chronicisation de la douleur. Il faut donc dépister ces patients. C'est ce que nous résume l'ASFAR dans cette fiche pratique que je vous invite à consulter, où l'ASFAR nous propose de particulièrement cibler et diagnostiquer euh, quatre facteurs de risque préopératoires. D'une part, la présence de douleurs avant l'intervention, la consommation d'opiacés, le type de chirurgie et puis le terrain psychologique. Ce qu'a proposé en particulier la plupart des études, c'est pour ces patients-là d'avoir un suivi post-opératoire avec un service de douleur translationnelle qui permettent de réévaluer ces patients en post-opératoire et de corriger leur trajectoire douloureuse. Donc, si je reviens à mon exemple de chirurgie mammaire chez une jeune dame de 54 ans, typiquement, nous, à notre consultation d'anesthésie préopératoire, on va simplement évaluer trois critères. La présence d'une douleur préopératoire, on va lui faire un score d'anxiété et de stress qu'on appelle le score APAIS, et puis on va lui poser la question de savoir si elle consomme des opiacés avant l'intervention. Et dans ce cadre-là, d'emblée, on va lui proposer une consultation entre le 15e et le 30e jour post-opératoire pour diagnostiquer et puis éliminer une trajectoire douloureuse anormale. En intraopératoire, qu'est-ce qui va permettre de limiter la douleur post-opératoire? Quelles sont les nouveautés? En fait, il y a peu de nouveautés en intraopératoire. Vous les connaissez relativement tous et depuis longtemps. Le premier élément, bien sûr, c'est la large utilisation des médicaments antinociceptifs, en particulier la kétamine, avec cette méta-analyse publiée en 2018 dans la Cochrane qui montrait clairement que l'utilisation des kétamines à la posologie de 0,2 à 0,5 mg kg n'entraînait pas de troubles cognitifs post-opératoires et allait limiter à la fois la consommation d'opiacés en périopératoire et l'incidence de la douleur chronique, en particulier lorsque des fortes doses de rémifentanil ou de fentanyl ou de sufentanil étaient utilisées. De la même façon, pour reprendre notre exemple de chirurgie mammaire, l'utilisation de la kétamine en intraopératoire à la posologie de 0,3 à 0,5 mg kg dans cette méta-analyse publiée en 2020 montrait clairement à la fois une réduction des scores de douleur péropératoires et une réduction de l'incidence des douleurs chroniques au cours de l'intervention. De la même façon, et vous le savez, de façon extrêmement puissante, l'anesthésie et l'analgésie loco-régionale utilisées en opératoire vont réduire l'incidence de à la fois les douleurs aiguës post-opératoires et la chronicisation des douleurs. Alors, je ne vous ai pas montré toutes les études publiées au cours de ces 5 dernières années. Je vous ai juste illustré ce propos par une méta-analyse publiée en octobre 2025, c'est-à-dire le mois dernier, par une équipe chinoise qui a repris une grande cohorte de patients opérés à la fois en orthopédie réglée, mais en orthopédie traumatique, et qui démontre clairement que tous les patients qui bénéficient d'une anesthésie loco-régionale, soit comme technique d'anesthésie ou soit comme technique d'analgésie complémentaire, voyaient leur score de douleur, bien sûr périopératoire réduit, on le sait, leur durée de séjour réduit, on le sait, ils présentaient tous des scores de réhabilitation et de confort améliorés, et enfin une incidence de douleur chronique à 3 mois réduite. Donc clairement, même chez une population ayant eu un traumatisme osseux, l'utilisation de l'ALR, alors que le traumatisme a lieu avant la réalisation de l'anesthésie loco-régionale, est un facteur de réduction de la douleur aiguë et de l'incidence de la douleur chronique, avec, dans une analyse multivariée, tous les scores qui ressortent positifs en faveur de l'anesthésie loco-régionale, que ce soit en chirurgie réglée ou en chirurgie traumatologique. Donc, l'utilisation de l'ALR est un facteur indéniablement extrêmement important pour réduire ces scores de douleur. N'oublions pas que tout ceci doit faire partie, bien sûr, d'une stratégie.
de ce que l'on appelle de l'analgésie multimodale, qui associe à la fois l'anesthésie loco-régionale et l'utilisation non pas d'une seule molécule, mais de plusieurs molécules qui vont limiter l'incidence de la douleur. Parmi ces molécules, l'acétaminophène, donc en France le paracétamol, et surtout les anti-inflammatoires non stéroïdiens jouent un rôle prépondérant dans cette prise en charge de la douleur. Donc je vous en prie, en intraopératoire, utilisez largement une analgésie multimodale que vous allez devoir prolonger 2 à 3 jours après l'intervention. Je vous rappelle que la durée de l'anesthésie loco-régionale va se limiter aux 24 heures, aux 24 premières heures. Et si vous vouliez prolonger la durée de l'analgésie loco-régionale, le seul moyen pour le faire, c'est soit d'utiliser des adjuvants, mais qui vont avoir un effet limité à 24 36 heures. Et si vous voulez dépasser 24 heures, raisonnablement, il faut utiliser des cathéters. Je vous rappelle que actuellement, l'adjuvant le plus intéressant, c'est probablement la dexaméthasone que vous pouvez combiner à votre solution d'anesthésique locale, mais de préférence pour éviter toute précipitation, vous pouvez l'injecter en intraveineux en périopératoire avec le principal effet secondaire qui est celui du prurite. Donc, si l'on regarde les dernières publications évoquant l'anesthésie loco-régionale et l'analgésie multimodale, clairement, l'association de l'analgésie loco-régionale et de l'utilisation de une, deux ou trois molécules péros ou intraveineuses, ce que l'on appelle donc l'analgésie multimodale, va clairement réduire à la fois les scores de douleur et la consommation d'opiacés et in fine la chronisation de la douleur. C'est ce que je vous ai résumé sur cette diapositive, avec en haut à droite un petit focus sur cette association. À gauche, le tableau de prise en charge anesthésique préventive péropératoire, avec, comme vous le voyez, l'utilisation large de la kétamine et de la lidocaïne IV si vous ne faites pas d'anesthésie loco-régionale, l'anesthésie loco-régionale et toutes les techniques d'épargne morphinique, dont l'utilisation d'analgésie de médicaments antinocicepteurs et de l'analgésie loco-régionale. Et puis, pour rappel, à droite, notre petit focus sur la durée des blocs. C'est ce que vous présentera ensuite Laurent Delaunay. En post-opératoire, est-ce qu'il y a véritablement des nouveautés ou des éléments qui vont vous permettre d'optimiser la prise en charge de la douleur post-opératoire? Clairement, c'est la réévaluation des patients avec la réalisation des trajectoires douloureuses. Et clairement, et comme vous le voyez sur cette diapositive, des patients qui restent avec des scores de douleur élevés à J2, J3, avec des scores au-delà de 4, des scores de 6 à 8 sur une échelle de 10, clairement, ce sont des patients qui vont développer une chronicisation de la douleur. Ce sont des patients qu'il va falloir réévaluer. La place des opiacés dans tout cela, ça doit être des molécules de recours. Vous pouvez les utiliser bien sûr en salle de surveillance post-interventionnelle, au décours de l'intervention comme rescue, mais clairement des patients qui vont avoir une consommation d'opiacés qui se prolonge à J3 ou J5, ce sont des patients qu'il va falloir réévaluer afin d'attester ou pas de la nécessité de prolonger cette prescription d'opiacés. Donc si on résume pour la période post-opératoire, clairement c'est limiter la prescription des opiacés post-opératoires, utiliser les anesthésiques locaux à longue durée d'action, prolonger l'analgésie multimodale et réévaluer les patients avec probablement des unités translationnelles qui vont revoir plus précocement les patients qu'au troisième mois, avec peut-être une revoyure à 15 jours. Si je résume mon cas clinique de prise en charge de la douleur, donc voilà ce que l'on peut proposer actuellement de façon tout à fait rationnelle. Ici, c'est une jeune dame de 54 ans opérée du sein. Donc une évaluation préopératoire, j'en ai déjà parlé. Pendant l'intervention, vous le savez tous le réaliser. Probablement une analgésie par voie orale 1 heure avant le geste avec l'association acétaminophène anti-inflammatoire. Si vous ne l'avez pas fait, bien sûr, en intraveineux à l'induction, une utilisation d'une anesthésie générale dans ce cadre-là avec une réduction des opiacés ou la non-utilisation des opiacés, la prévention des nausées et vomissements avec le propofol, la dexaméthasone, l'utilisation de la kétamine entre 0,3 et 0,5 mg kg, et puis une analgésie par voie loco-régionale avant l'incision.
Le plus souvent chez nous actuellement, on préfère le bloc Serratus qui évite de tourner la patiente pour la mastectomie. Et puis les opiacés en recours uniquement en salle de réveil avec une réévaluation dans les tout premiers jours post-opératoires, la réalisation des PROMS et des PREMS probablement à J7, entre J1 et J7, et puis une revoyure relativement précoce en cas de facteur de risque découvert ou dépisté à la consultation. Donc en conclusion, on est tous concernés par la prise en charge de la douleur périopératoire. Ça commence pendant la période préopératoire, ça se prolonge en intraopératoire et ça va se poursuivre durant la période post-opératoire. Et probablement, et c'est ce que j'ai souligné en rouge, ce que nous proposent actuellement la plupart des experts, dont Hélène Belleuil, Patrice Forget, Patricia Lavandome, sur cette publication qui va sortir en 2025, au mois d'octobre, c'est de faire de la médecine personnalisée, en particulier pour les patients à haut risque de chronicisation de la douleur, avec une évaluation avant l'intervention, une revoyure probablement très précoce au décours de l'intervention et la mise en place, tant que possible, avec des soucis bien sûr de financement, sur une réévaluation précoce, probablement au cours du premier mois, pour un certain nombre de ces patients qui présentent ou présenteraient des trajectoires douloureuses anormales pour prévenir une chronicisation qui va se prolonger entre le troisième et le sixième mois. Mais écoutez, je vous remercie et je vous laisse avec la présentation suivante qui va être réalisée par Laurent Delaunay. On se retrouve bien sûr pour toutes les questions à la fin de notre session. Merci.